On va enchaîner par la présentation en fait du passé, par la présentation du passé et de finalement des 5 atterrissages réussis depuis les sondes Viking, donc depuis les années 76, depuis l'été 76 jusqu'à Spirit Opportunity. Et on a demandé donc pour ça à Olivier de Goursac de nous faire une petite rétrospective, notamment des sites d'atterrissage et des paysages dévoilés. Parce qu'on a fait le pari, alors tout le monde ne m'a pas suivi dans ce pari, j'ai fait le pari que ce soir, Phoenix nous donnera un nouveau paysage martien. Un paysage polaire, un paysage périglaciaire, pas un paysage de roches volcaniques. Alors là, je mouille ma chemise. Non, un paysage typique comme on peut les trouver peut-être au Groenland ou en Sibérie, si tant est qu'il y a des reproductions entre ce genre de zones polaires. Donc on verra. Mais en attendant, Olivier va nous présenter l'histoire finalement des 5 premiers sites qui avaient déjà été visités par le passé. Alors comme vous le savez, Olivier est un spécialiste du traitement vidéo des images notamment martiennes et il retraite donc des images à très haute résolution. Alors maintenant on va parler des 5 sites visités, 5 visions nouvelles de Mars. Alors on s'est posé à 5 endroits. Est-ce qu'on a un petit truc qui permet de... Voilà, c'est génial, Gilles a tout prévu. Donc on peut baisser un peu la lumière s'il vous plaît. On peut baisser la lumière parce qu'on va montrer des images. The light please. Merci. 5. Non, c'est dans la bonne humeur. Hein. Alors, on s'est posé d'abord Viking 1, Viking 2, Mars Pathfinder, Spirit et Opportunity. Tous ces sites que vous avez, c'est les 5 endroits qu'on a déjà visités sur Mars, plus ou moins éloignés de l'équateur. Le plus au nord étant Viking 2, on va y revenir. Là, on se pose vraiment très au nord. Phoenix est là, vous voyez, vraiment dans l'hémisphère nord, très très au nord. Et on va, mais ça, c'est pas moi qui vous présenterai le site. Voilà, vous l'avez là. Il est ici. Et donc ça, c'est Gilles qui vous expliquera un peu ce qui se passe. Alors donc, juste avant l'image suivante. Le premier atterrissage qui était Viking 1, qui était un grand pari. Et on va venir donc comment tenter un premier atterrissage sur Mars. Donc vous avez Viking 1 en phase finale de descente. Image suivante. Voilà. Alors pour vous donner la taille et la philosophie de l'engin, vous avez Carl Sagan, un des grands promoteurs de la mission, qui se tient à côté de l'engin de la sonde Viking. Vous voyez, donc ça a une allure de gros insectes avec 2 yeux protubérants, un mât météo, une grande antenne de télécommunication. Viking a été vécu comme un LEM d'Apollo, parce que c'est la même technologie, inhabité et se posant sur une autre planète, au lieu d'être la Lune, qui est Mars. Et la philosophie, est directement issue de la technologie Apollo. Et les moyens considérables ont été mis en œuvre pour Viking. Et d'ailleurs, on s'en sert encore aujourd'hui, puisque quand vous avez dans toutes les docks NASA, jusqu'à 99,99% de l'arrivée sur Mars, on met technologie Viking, technologie Viking, technologie Viking, technologie Viking, technologie Viking. Et ce n'est que les, disons, 900 mètres à la surface, globalement, qu'on change parfois de technologie. Donc ce qui nous permet d'arriver sur Mars aujourd'hui encore, c'est la technologie Viking. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler de Viking. Si vous ne comprenez pas Viking, vous ne comprendrez pas ce qui se passe aujourd'hui pour Mars. Donc Viking, c'est l'Everest. C'est un des 2 grands pics de l'Everest de la conquête de Mars. Et vous avez après d'autres missions martiennes comme Spirit Opportunity qui sont un autre Everest. Mais pour des raisons scientifiques. Pour les raisons technologiques, c'est Viking. Alors, image suivante. Donc l'idée c'était vous aviez un orbiteur, une sonde orbitale qui tournait autour de Mars. Elle larguait une capsule de descente. Elle freine dans l'atmosphère. Elle ouvre un parachute. On largue le bouclier thermique après avoir freiné dans l'atmosphère. On lâche l'atterrisseur qui allume des rétrofusées et qui se pose à la surface. Et donc là, vous avez ici la phase finale, la plus cruciale, où on lâche complètement du parachute l'atterrisseur et on espère que les rétrofusées... Oui, Gilou? Les gens qui sont derrière toi me voient rien. Bon, d'accord. Donc je vais me mettre plutôt là. Bon. Assieds-toi. Je vais m'asseoir où ça? Sur le rang réservé. Sur le rang réservé. Hop. Très bien, merci. Et ben voilà. Donc la phase cruciale de la descente, c'est le largage de l'atterrisseur. Et on va revivre ça ce soir. Parce que ce soir, on va en parler, l'atterrisseur va être largué à partir du parachute et on espère que ça marche. Image suivante. Avant d'arriver sur Mars, on s'était fait quelques idées de ce qu'on pourrait voir ou pas voir à la surface.
Donc ici, vous avez reconstitué un paysage viking en peinture avec, alors au pire, on pensait voir un désert, vous voyez, avec un ciel un peu violacé, quelques nuages flottants autour de la sonde et quelques sables. Au mieux peut-être des plantes exotiques et peut-être des débuts d'animaux bougeant à la surface. Alors ne riez pas, c'est la vidéo de 1976 hein, qui était présentée par Carl Sagan. Qui disait au minimum on a ça, au maximum on peut peut-être avoir ça, de la vie sur Mars encore peut-être. Ça vous semble aujourd'hui très aventureux, mais on ne savait pas vraiment. On s'était jamais posé sur Mars avant. C'était un grand pari. Image suivante. Alors pour Viking, il a d'abord le grand problème, c'était choisir les sites d'atterrissage. Donc vous avez tous les sites d'atterrissage qui avaient été envisagés, et vous voyez que les croix finalement ne se sont pas posées au site prévu. Alors juste pour la petite histoire, et on va y revenir, le site A1 que vous voyez ici, c'est là où finalement la sonde Pathfinder va se poser. Le site C2, c'est là où Opportunity s'est posé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on considérait qu'il y avait deux sites intéressants, pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, d'aujourd'hui, parce qu'Opportunity, c'était pour les matites, mais quand même, on trouvait ce terrain très étrange, comme lessivé par l'eau, et on se disait, c'est un truc, ça doit être extrêmement intéressant de s'y poser. Il a dû s'y passer quelque chose, et puis en plus, il doit être facile de s'y poser. Et puis un autre, qui était à 1, qui disait, mais là, c'est ce qu'on appelle un grab bag site, c'est-à-dire c'est un site où il doit y avoir plein de roches qui ont été poussées par les chenaux martiens quand l'eau a dévalé. Alors, image suivante. Donc voilà, donc ce qu'on pensait, c'est se poser là. Donc vous voyez le Grand Canyon Valles Marineris, qui est une formation qui fait 5000 km de long, parfois jusqu'à 10-11 km de profondeur. Elle a été envahie par des grands lacs. Les grands lacs ont lâché plein d'eau. L'eau a coulé, envahi la grande plaine ici, qui s'appelle Crisée Planitia. Vous voyez, c'est encore des écoulements par le nord. Et ici, vous voyez, on voit comme des îles en forme de gouttes. L'eau a coulé, tout lessivé le sol, comme une gigantesque inondation. Et on disait à l'époque, et on dit toujours d'ailleurs, il faut imaginer un mur d'eau de 200 mètres de haut sur quelque chose comme 350 km de large qui déboule d'un seul coup et qui arrache tout sur son passage. Et donc on s'était dit, ce site, ça serait très intéressant de s'y poser. Image suivante. Alors quand on s'est tourné autour de Mars, on a commencé à prendre des images du site, on s'est dit, mais ce site fabuleux, finalement, il n'est pas si fabuleux que ça pour s'y poser. Parce que regardez, on voit que dans ces grandes îles, dans le sillage, il reste plein de dépôts avec des grosses pierres. Et on s'est dit, mais si ça se trouve, le site est tellement chaotique que le fond de la sonde va être percé. Et donc, si le fond de la sonde est percé, c'est catastrophe, la mission est morte. Donc, on s'est dit, on oublie de se poser là. C'est plus la peine de retenter dans ce super site de se reposer là. Et on va se reposer beaucoup plus loin. Et en fait, pour mémoire, Pathfinder, en fait, s'est posé, vous voyez, le gros cratère s'est posé exactement là où est ma flèche. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc, image suivante. On a décidé de bouger l'ellipse de 850 km plus à l'ouest, dans un terrain qui semblait avoir plus rien. Alors, suivante. Voilà, donc un terrain, vous voyez quand même, qui semble être lessivé, l'eau y est passée. Vous voyez, on voit des cratères, le tour des cratères qui a été transformé par l'eau. Et on voit, on s'est posé pas par là. Donc on se dit, on verra peut-être effectivement quelque chose. Alors, grand jour arrive, on sépare la capsule, image suivante. Et on savait que dans ce coin-là, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, pas grand en tout cas, de relief qui semblait gêner. Là, à peu près, d'ici à là, vous avez 4 km. Vous voyez, donc ça semble encore beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus plat que le site d'avant. Et puis donc, alors en fait, on va se poser par ici. On s'est posé à la dernière position connue de l'engin, même sûre, c'est là. Donc, image suivante. Non, à debout à côté de l'écran, oui, je verrai rien, je peux pas pointer. Ouais, mais je peux pas pointer non plus. Je vais pointer moi. Tu veux que je te pointe toi? Non, mais moi j'ai des trucs à réexpliquer, tant pis. Donc, premier atterrissage sur Mars, le 20 juillet 1976. Donc, image suivante. Donc voilà, donc dans la première surprise, le ciel violacé, c'était pas du tout violacé. Grande surprise, le ciel est d'un rose saumon très lumineux. Et ça, on le comprendra plus tard. C'est que l'atmosphère est perpétuellement brassée par des tornades de poussière et que l'atmosphère étant surchargée de poussière, vous voyez, elle reste perpétuellement assez finalement lumineuse. Et donc là, vous avez une fin d'après-midi près de Viking 1, avant l'atterrissage qu'on imaginait et après l'image réelle. Vous voyez, une surface brun-jaune, alors qu'on avait imaginé peut-être du jaune de Mars, et finalement une surface plutôt brune. Et vous avez l'engin au premier plan avec son drapeau. Image suivante. Donc vous voyez, voilà la surface de Mars, donc le pied d'atterrissage de Viking, le voilà, qui est posé à la surface. Vous avez ici des roches au premier plan, et puis grande déception, si on peut dire, en tout cas une envie, vous voyez ici on a un affleurement de roches. Quel dommage qu'on n'ait pas de mobilité, si on avait pu rouler ou aller se positionner par là, on pouvait analyser vraiment des roches au premier plan. Tout ce qui vous semble comme roches bleues, elles sont pas bleues, elles sont grises en fait, sont des basaltes.
Donc, premier paysage. Et de l'autre côté, on va voir, image suivante. Voilà, donc on voit des dunes de sable, une grosse roche, Big Joe, qui était à 7 mètres de l'engin, qui fait 1 mètre de haut. Et on s'est dit, heureusement qu'on ne s'est pas posé dessus, là la mission était morte. Donc regardez un peu ça, cet amoncellement de dunes, on va le voir maintenant d'orbite. Image suivante. Donc on a tenté des expériences biologiques, et là Jean-Pierre Martin vous expliquera les résultats. Et vous voyez, on a creusé la surface sur 35 cm de profondeur quand même. Avec Phoenix, on tentera d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus profond. Ensuite, voilà une image prise depuis par Mars Reconnaissance Orbiter. Donc vous avez vue d'orbite à très haute résolution, avec une résolution de 25 cm par pixel. On voit la région où l'engin s'est posé. Donc on voit l'engin lui-même, la sonde. On voit, et finalement, c'est pas ça que son parachute et son bouclier arrière, qui supportait l'engin avant qu'il se décroche, est tout près, et le voilà. En haute résolution, on voit justement, on voit le bouclier arrière et son parachute étiré dans le sens du terrain. L'engin lui-même, image suivante. Le voilà en haute résolution. Donc on le devine à la surface, le voilà. L'amoncellement de dunes de sable que je vous montrais, le voilà. Et Big Joe, voilà Big Joe, le gros rocher qui était à côté. En fait, une succession de roches en alignement. Et l'amoncellement de la grosse dune de sable, la voilà, de poussière, la voilà. Quand on détaille un peu l'engin et qu'on reconstitue, voilà tel qu'on le voit à la surface de Mars. Donc on voit son pied, on devine d'ailleurs le pied de l'autre côté. On voit ses générateurs radioisotopique parce qu'il était alimenté à énergie nucléaire. On voit l'ombre, l'ombre de l'antenne, du mât de l'antenne. Et donc, vous voyez, pour vous donner la résolution maintenant qu'on arrive à avoir depuis l'orbite martienne, c'est assez remarquable. Des images à 25 cm de résolution, ça vous permet de voir l'engin à la surface de Mars. Donc 13 novembre 82, donc quand même 6 ans et demi après, perte contact de l'engin. En fait, des mauvaises coordonnées avaient été envoyées dans son logiciel et il a perdu les coordonnées de la Terre dans le ciel et donc il n'a pas pu émettre vers la Terre. Donc il a quand même duré 6 ans et demi à la surface de Mars. À l'origine, il devait durer jusqu'en 1999. Il aurait pu durer jusqu'en 1999. Et en fait, on l'a perdu prématurément. On avait mis un nouveau logiciel en route permettant de le faire durer la durée de ses batteries et permettant aux générateurs nucléaires de continuer à délivrer l'énergie normalement. Maintenant, la NASA n'utilise plus les générateurs nucléaires, elle utilise des panneaux solaires, mais on va revenir aux générateurs nucléaires. Il y a Gilles qui est là. Pour un tas de raisons, parce que d'abord, ça génère du courant sans grande perte de puissance, et en plus, ça permet de survivre longtemps parmi les froides nuits martiennes. Qu'est-ce qui se passe? On va le prendre. J'entends un son là, non? Tout va bien? Bon. 3 septembre 76, Viking 2. Alors, sur le fond d'un ancien océan, pourquoi? Parce que on avait visé, pour se poser, un endroit qui... Qu'est-ce qui se passe? Intervenant, il faut qu'il se mette à côté, quoi. Il y a un retour son de Bernard, il y a un truc? Pupitre, ça va comme ça. Ouais, c'est bon. C'est la régie? Bon. Donc, il y avait un... On s'est posé, vous voyez, dans une zone... semblant assez plate finalement, dans un endroit qui était assez au nord, un endroit qui on pensait devait être dénié en tout cas il ne devait pas y avoir de grosses roches et il devait y avoir plein de dunes de sable. Et donc ce qui serait bien c'est quelqu'un allait prévenir là-haut qu'on a un énorme retour son en fait. On a l'impression que vous vivez la NASA en direct. Je préfère qu'on le garde pour tout à l'heure la NASA parce que pour l'instant il ne se passe rien, la sonde s'approche de Mars et tout. Voilà, merci. Et en fait, quand on s'est posé, voilà ce qu'on a vu. Plein de roches, pas de dunes de sable. Alors, et vous voyez que l'horizon est très incliné. Donc on se dit, est-ce que ce sont des collines? Qu'est-ce qui se passe? En fait, pas du tout. C'est que la sonde s'est posée en mauvais équilibre sur une pierre. Et donc, ça donne en fait un horizon très incliné. Donc la surface, vous voyez, est du même genre de couleur. Mais regardez ici, vous voyez qu'ici, on voit comme partout des espèces de creux, comme des grands polygones géants, enfin que vous allez voir vu de la vue d'orbite, ça fait comme des polygones géants. On se doute, quand on a vu ça, tout de suite on a compris que peut-être en dessous il y avait de la glace. Et en fait, on pense que oui, mais elle était un peu plus profonde que pour Phoenix, qui va se poser aujourd'hui. En fait, vous voyez, quand on reconstitue, on met à plat les images, les voilà. Voilà l'horizon tel qu'il est vraiment en réalité. Donc extrêmement plat. Il n'y a pas grand-chose comme relief autour, mais par contre parsemé de plein de rochers.
Alors en fait, on s'est dit, mais c'était tellement plat qu'on avait du mal à repérer où la sonde s'était posée. D'abord, on n'a pas su exactement où elle s'était posée. On savait qu'à 20 km où elle était. Et donc on a tenté, Phil Stooke de l'université canadienne de l'Ontario a décidé, a trouvé une idée toute bête, un principe tout bête, et ben si j'agrandis en hauteur les tailles de l'horizon, peut-être que j'arriverai à avoir du relief. Et vous voyez, il a repéré qu'il y avait deux collines. Il y avait Goldstone qui est un cratère éloigné dont on voyait voilà, on voit l'espèce de butte, puis une autre colline, et puis il a essayé de trianguler à partir de ça. Et c'était quand même très compliqué. Et vous voyez, finalement, tout le monde a donné ses estimations. Donc, Phil Stooke s'est posé là. Parker avait décidé que c'était là. Même la caméra de la sonde Mars Surveyor, Global Surveyor, avait positionné là. Ben, finalement, la caméra iRise de MRO l'a trouvée ici. Donc ici, vous avez pareil, le bouclier arrière et le parachute doit être enroulé sur lui-même et gonflé de poussière, on ne le voit plus. Par contre, là, voilà la sonde. Et vous voyez ces polygones de terrain qu'on voit partout. Sur une grande surface, on les voit. Là, j'ai beaucoup agrandi pour qu'on voit bien la sonde avec ces deux générateurs radioisotopiques. Et on voit d'ailleurs l'ombre de la sonde, espèce d'ombre d'insecte. C'est pris, effectivement, ça c'est une image qui a été prise tôt le matin. Alors pareil, un bras robotique qui a fait des expériences biologiques. Et puis, voilà la surface dès qu'elle apparaissait après les expériences. On a creusé sous des rochers, on a poussé des roches. Alors on a pu assister aussi à un phénomène intéressant, c'est l'arrivée de l'hiver sur Mars. Donc vous voyez, le même paysage, l'été, l'automne, fin de l'automne pendant que le givre se dépose. Au cœur de l'hiver, toute la surface est remplie de givre qui prennent une teinte un peu rose. Et puis au printemps, le givre commence à se sublimer dans l'atmosphère de Mars, c'est du givre d'eau, il se sublime et il reste un peu encore dans l'ombre des cailloux et l'ombre des rochers. Vous voyez, on le voit encore qui est présent. Mais vous avez donc été, fin d'automne, hiver, le cœur de l'hiver martien. Tout est blanc, absolument blanc de givre, et vous avez ici le printemps. Voilà pour vous un paysage, voilà à quoi ressemble un paysage de la fin, on peut dire, juste avant le début du printemps, c'est encore l'hiver, et vous voyez, il y a encore, le sol commence un peu à se réchauffer, mais on voit beaucoup de gelée blanche encore à la surface. On le voit à la télé, il faudrait que tu sois à côté de l'écran. Ah bon, il faut que je sois à côté de l'écran, oui, mais tu passes les slides alors. Bon. Oui, Le givre, il s'en va pendant la journée. Alors le givre, non, il restait là pendant la journée. Les températures ne descendaient jamais en dessous pour répondre à la très bonne question de Francis, les températures ne baissaient pas dans la journée, remontaient à peine au-dessus de 125 degrés. Donc en fait, il restait du givre d'eau. Image suivante. Donc, le 12 avril 80, arrêt de la sonde, 1280 sols actifs, des sols, ce qu'on appelle les sols, c'est les journées martiennes, avec 2 hivers subis par moins 125 degrés. Bon. Et heureusement qu'il y a eu les générateurs radioisotopiques, parce que au cœur de l'hiver, on a redirigé la chaleur de l'engin, des générateurs vers le cœur de l'engin. Au lieu de dissiper la chaleur dans l'environnement martien, on la redirigeait vers l'intérieur de l'engin pour le maintenir actif, et ça a permis de résister à 2 hivers martiens. Image suivante. Alors après, Pathfinder, 4 juillet 97, alors là on se pose dans le lit d'un ancien fleuve. Donc on va y venir, image suivante. Donc Pathfinder, c'est plus vite, mieux, moins cher. Donc on ne fait plus du Viking, on n'a plus assez d'argent. Viking, c'était l'équivalent d'aujourd'hui, ça ferait 3 milliards de dollars d'aujourd'hui. Donc c'est une grosse somme. Et donc on s'est dit, on ne peut plus refaire la même chose, mais on va se servir des technologies Viking. La seule chose, c'est qu'on va faire de manière différente. Alors déjà, c'est de la robotique avancée. Parce que entre 1976 et 1997, les ordinateurs sont arrivés complètement partout, la micro-informatique est arrivée, les microchips, tout ça, et donc ça permet de faire vraiment de la robotique avancée. Donc l'idée, c'est de faire un engin robotisé qui ouvre des pétales avec des panneaux solaires, et on met dessus un petit rover qui va rouler, qui s'appelle ici Rocky 4. Vous voyez qu'il y a déjà qui est l'invention du JPL, c'est ce qu'on appelle le Rocker Bogie System, un système qui se déforme et qui permet d'avaler n'importe quel caillou. Et puis, on lance l'engin et il va déployer des pétales, il va atterrir avec tout simplement dans un cocon de ballon dégonflable, d'airbags, et puis il va rouler à la surface. Image suivante. Voilà, donc les fameux cocons d'airbags qui ont été développés à l'occasion. Donc c'était très innovant et c'était un gros pari. Ça pouvait très bien louper.
Et ça a été fait, donc ça a été monté à l'époque par Anthony Spears, et Anthony Spears, tout le monde le traitait de fou. D'ailleurs, je me souviens que quand moi j'étais dans la partie outreach de la mission, parce que moi j'étais au JPL à l'époque, tout le monde nous traitait de fou, que personne pensait que ça marcherait, sauf les vrais Américains qui se disaient bah ça va probablement marcher. Mais en France, je me faisais casser du sucre dessus. On me dirait ton truc c'est nul, Olivier, ta mission marchera jamais. Regarde la grosse mission russe, ils ont mis plus de moyens, ça marchera à tous les coups. Toi, ton truc, ça se plante du premier coup. Résultat, la mission russe, elle a fait plouf dans l'océan et la nôtre a marché. Et d'ailleurs, le soir, on s'est retrouvés tous le lendemain matin, petite histoire, à l'office. Alors, il y en avait qui étaient chez Luthériens, d'autres chez les cathos et d'autres ailleurs. Et on s'est tous retrouvés. Puis, le commentaire à la NASA, ça a été, bah ouais, finalement, les Russes, ils n'ont pas assez prié. Donc, et donc, dans de la bonne humeur, avec très peu de moyens, parce qu'il faut savoir que Pathfinder a été monté avec 20 personnes. C'est pas grand monde. Et en Outreach, on n'était que 3. Donc tout l'Internet a été monté à l'occasion. Hein. Maintenant, si vous avez les images sur Internet, c'est parce que vous aviez un mec, Kirk Godal, qui montait le site Internet lui-même, Philippe Guibert et moi-même qui montions le network de l'Internet avec les sites miroirs de la NASA, et puis tout ça sous Cheikh Diarra, un grand Malien dont certains se souviennent peut-être, qui était la vedette du tiers. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et donc c'est une mission faite de briques et de broc, mais qui a marché et qui a développé. Et Rob Manning, qui était l'ingénieur en chef, qui a tout fait et qui a fait que ça a marché. Alors regardez, donc voilà les airbags, la taille humaine, ils se sont bien dégonflés. Après l'atterrissage, la sonde a rebondi, ils se dégonflent. L'image suivante. Voilà, donc vous voyez, la séquence, c'est du Viking jusqu'à la fin, sauf que on déroule un cocon d'airbag qu'on gonfle sous la sonde, qui enferme la sonde, qui la protège. On coupe la corde qui relie la sonde avec les airbags, ça roule à la surface, on dégonfle les airbags, on déplie les panneaux et c'est prêt à fonctionner. Donc image suivante, le site d'atterrissage lui-même. Donc d'abord on s'était dit, il faut on n'avait pas d'image de sonde à haute résolution à l'époque. En 97, Mars Global Surveyor ne tournait pas au moment d'atterrissage encore autour de Mars. Donc on n'avait que les images Viking et on n'avait que l'expérience de Viking pour faire ça. Donc on a fait un concours de sites, mais en aiguillonnant vers des sites qu'on connaissait le mieux. Et finalement, tout le monde s'est dit, le site le plus intéressant, c'est le site qui avait été déterminé par Viking, dès le début, parce qu'on est sûr que là, il est complètement analysé, on sait où on se pose, et en plus, on va récupérer tous les roches qui ont été charriées par les courants d'ici. Et donc, vous voyez, regardez l'Ellipse Viking, là, voilà, l'Ellipse Pathfinder, et on s'est posé un peu, on s'est posé dans l'Ellipse Viking, en fait, à l'intersection des deux. Donc, on dit que, entre nous, on dit que c'est vrai que Pathfinder, c'est l'achèvement scientifique de la mission Viking. Parce qu'on s'est posé vraiment là, on devait se poser 21 ans auparavant. Image suivante. Olivier, on peut faire une... Donc, le paysage, vous voyez, bah regardez, c'est plein de roches. Viking se serait posé là, effectivement, la sonde aurait été morte. Le fond de la sonde aurait été percé par tous les gros blocs que vous voyez ici. Donc, heureusement que Viking ne s'est pas posé ici. Alors voilà, bah, vous voyez le paysage. À l'horizon, on voit les fameux Twin Peaks, des collines érodées. Tout au fond, on va deviner, vous allez voir Misty Mountain, qu'on verra. Mais enfin, vous voyez, c'est un site, effectivement, où on sent que les courants ont charrié beaucoup de cailloux, mais plus aussi tous les cailloux emmenés par les impacts qui ont créé des grands cratères. Donc il fallait faire le tri entre les cailloux projetés par les impacts et les cailloux charriés par les éléments. Image suivante. Donc voilà le site avec tous les noms des cailloux. Vous voyez que Big Crater, qui est ce gros cratère qui nous embêtait, finalement, qui a dû bien donner plein de cailloux aussi dans le site et pas très loin, fait à 2 km. On avait les deux Twin Peaks, qui sont des petites collinettes hautes de 38 et 28 mètres, et qui étaient à peu près 900 et 700 mètres de distance. Yogi, qui est le fameux rocher dont les gens se souviennent peut-être encore, et d'où s'approche le rover Sojourner. Donc Yogi est rond, et lui, c'est une roche vraiment qui a été roulée par les éléments. Donc c'est sûr que Yogi, lui, c'est une roche qui a été bloub, qui a roulé pour arriver ici, poussée par l'eau. Image suivante. Donc le site, on s'est posé ici, près des Twin Peaks. Donc vous avez ici à l'horizon, vous voyez Twin Peaks à l'horizon, vue du dessus. Le cratère ici dont vous voyez le rebord, le voilà. Le Twin Peaks ici, le premier. Le second. Hein, donc South Twin Peak, North Twin Peak, les voilà, ici, les collinettes. Hein. Et la sonde s'est posée ici, et le cratère qui a projeté plein de choses est ici, le gros cratère, Big Crater. Ici, Misty Mountain, qui est cette espèce de montagne qui était à 30 km de distance, qui est haute de 350 mètres de haut. Vous voyez, elle a laissé dans son sillage, vous voyez, un sillage de débris. Et les autres ont laissé aussi des sillages. Les Twin Peaks eux-mêmes sont des collines déformées par les éléments. Image suivante. Donc, et maintenant, grâce à la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, on les a vus. Donc on voit
pas très loin de la sonde, à peu près 250 mètres de la sonde, on voit le parachute avec son bouclier arrière, le voilà. Invisible de la sonde malheureusement, parce qu'il est dans un creux. Et puis ici, la sonde elle-même, donc qu'est-ce qu'on voit? On reconnaît sa forme triangulaire, ses panneaux solaires, les deux rampes d'accès qui ont permis à Sojourner de venir. Yogi, le gros rocher qui a été roulé, le voilà. Et puis cette espèce de petit truc là qui dépasse, ce petit machin là, ici, c'est peut-être Sojourner, parce qu'à cet endroit-là, normalement, on ne devrait rien avoir. Donc quand on a perdu le contact de la sonde, il a continué à rouler un peu et on pense qu'il est venu ici, et on pense que c'est Sojourner qu'on voit ici. Image suivante. Donc voilà, Sojourner en train de bouger partout à la surface, donc il y en a qui s'en souviennent encore. Ça a été un grand événement de voir un petit robot rouler tous les jours à la surface de Mars. Misty Mountain, vous voyez qu'on devine un peu, noyé un peu dans la brume de poussière martienne. Image suivante. Donc, le rover a envoyé des images. Donc, vous voyez, il a photographié son atterrisseur lui-même, le voilà, avec sa caméra, l'IMP. Regardez la forme. On va avoir le même genre de caméra que pour Phoenix. Donc, c'est le même genre de caméra. Une caméra qui est repliée, qui va s'étirer soudainement sur des ressorts. Brown, ça va faire. Et puis, on voit encore tous les airbags, vous voyez, qui sont dégonflés, sur lesquels les panneaux solaires viennent reposer. Et puis, le rover vient de descendre. On voit une de ses roues dentées qui est au premier plan. Il vient de descendre la rampe. Et puis, il a réussi à photographier en premier plan des roches qu'il a quand même analysé un peu. C'était comme si on avait une vision de Mars d'un petit chiot. Vous voyez, pour nous, c'était comme un petit chien qui allait renifler la planète Mars. Et d'ailleurs, on disait la différence entre Sojourner et un chien. Quelle est la différence entre le rover Sojourner et un chien? Quand on jette des cailloux à Sojourner, il en redemande. Voilà. Image suivante. Pardon. Ah, c'est Francis. Merci, Francis. Donc, 6 octobre 97, perte du contact, 92 sols sur Mars avec un rover en activité. C'était une sonde qui, de toute façon, n'était pas prévue de durer très longtemps. On s'était dit, on va peut-être durer 1 mois, 2 mois, et finalement, on a duré 3 mois. On était très, très, très contents quand même, parce que c'était vraiment qu'une manip technologique avec un peu de science. C'était un démonstrateur technologique avec un peu de science. Bon, Francis aura peut-être des idées pour dire un peu ce que ça a appris à l'époque, mais c'est vrai que c'était un peu de science. Image suivante. Merci. Avec un regret, parce qu'à un moment, il était question qu'on descende dans l'ellipse et qu'on se pose près de Misty Mountain, et ça aurait donné cette vue-là. Donc là, voilà, vue depuis Pathfinder, de loin. Et ensuite, on s'était posé 30 km plus au sud. C'était envisagé un moment de se poser tout à côté pour avoir, d'abord analyser des roches, et puis voir, faire une première analyse, même si on ne pouvait peut-être pas la rejoindre, faire une première analyse de cette montagne spectaculaire qui est un reste du plateau érodé. Le plateau avant, il était à cette hauteur-là. Et imaginez, 350 mètres ont été érodés par les courants. Donc ça fait quand même une grosse érosion de la surface de Mars. Tout ça poussé par une avalanche de boue d'un seul coup qui a déboulé. Donc atterrir près de là aurait été génial. Mais malheureusement, on a vraiment visé la sécurité. Au dernier moment, on s'est dit, est-ce qu'on tente, on ne tente pas? Puis bon, on n'a pas tenté. Bon. Image suivante. Merci. Alors Mars Exploration Rover, 2 chances au tirage, 2 chances au grattage. Parce que c'est une mission qui est une rescapée, on en parlera tout à l'heure d'autres choses. On a préféré en tirer 2 plutôt qu'1, parce qu'au début, il y avait du budget que pour une, et finalement, Jim Garvin, qui était à l'époque le Science Manager de la NASA, s'est battu bec et ongle auprès du Congrès pour obtenir des fonds supplémentaires pour payer 2 sondes. Parce que comme vous savez, le Congrès américain ne marche pas du tout comme notre Parlement français. Le Congrès américain, vous avez des sénateurs qui sont toujours de très mauvaise humeur et qui doivent rendre compte au dollar près de leur budget et du budget de leur État auprès de leurs contribuables, qui peut leur poser des questions au dollar près. Donc un jour, quand ça arrivera en France, ça sera une grande révolution. Et donc vous avez des gens qui ont combattu, qu'ils disaient que c'était des fonds inutiles, ça servait à rien d'envoyer des robots sur Mars. Et il a fallu donc développer toute une argumentation pour expliquer que oui, il fallait continuer cette stratégie de follow the water, trouver l'eau, suivre l'eau. Et ça permettait un, ça avait un impact économique parce que ça permettait de faire tourner des labos. 2, ça permettait à des labos de travailler en haute technologie, de tester des hautes technologies. Et 3, ça permettait de former des étudiants pour des missions futures encore. Donc c'était c'était pas que la mission elle-même, c'était tout ce qui tournait avec qui était intéressant. Et donc c'est une mentalité extrêmement proactive qui fait que finalement les congressmen se sont laissés convaincre, difficilement mais quand même, et ils ont accepté 2 budgets. Donc image suivante. Ouais, bon, merci Francis. Alors l'idée c'est, on prend Mars Pathfinder. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ça va? Bon. Ah oui, il voit rien. Bon, ah oui, bon. Moi, j'arrive plus à viser non plus. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, l'idée, c'est de prendre
un Mars Pathfinder et de mettre son corps central sur roue. Le concept, ça c'est l'image de base du concept. C'est pas l'engin définitif, mais c'est l'image de base. Donc on prend un Pathfinder qu'on fait atterrir avec des pétales, avec des airbags. On met son corps central sur roue avec d'autres panneaux solaires et on met une ou deux expériences dessus. Puis finalement, il y a eu quelques expériences en plus. Et on roule à la surface de Mars. Donc, l'idée, vous voyez, donc là, on vient d'ouvrir nos pétales, on déploie les panneaux solaires, on déploie la caméra, on est prêt à rouler et on descend à la surface de Mars. Image suivante. Donc pareil, comme Pathfinder, on descend. Donc tout ça, c'est du Viking, jusqu'ici. Ensuite, on déroule le cocon d'airbag qu'on gonfle. On envoie des rétrofusées pour arrêter le tout à 90 mètres de la surface à peu près. En fait, on s'arrête physiquement à peu près à une trentaine de mètres. On coupe le cordon et pouf, pouf, ça rebondit. On s'arrête, on dégonfle les panneaux solaires, on ouvre les panneaux solaires avec les airbags dégonflés et la sonde peut fonctionner et on peut rouler sur Mars. Image suivante. Donc, 4 janvier 2004, c'est le film que vous avez vu avant, Spirit dans un ancien cratère inondé. Alors, image. Alors l'idée c'était, et ça Gilles pourra vous en parler, parce que Gilles est un des deux, vraiment est un découvreur du site aussi, parce que tu l'as découvert Gilles avec Nathalie. Tu avais peut-être un mot à dire là-dessus? En fait, juste que c'était... moi j'étais jeune étudiant et j'étudiais notamment à l'Observatoire de Paris-Meudon, dans le labo d'Audouin Dollfus. Voilà, et donc Nathalie Cabrol avait passé sa thèse de doctorat, notamment sur ce genre de site d'atterrissage hautement prioritaire. Voilà. Donc à l'époque, on a réalisé, avec les moyens de l'époque, la cartographie haute résolution de Gusev, qui n'a plus rien à voir avec les 20 cm par pixel de MRO d'aujourd'hui. Voilà. Et donc l'idée, c'est donc une succession de grands lacs que vous avez ici bleuis sur une carte en relief de Mars. C'est versé d'un seul coup à creuser une vallée, et qui, cette vallée, a rempli un cratère, le cratère Gusev que vous voyez ici, puis ensuite le courant a continué. D'ailleurs, on ne nous parle jamais de l'eau qui a continué, on nous parle toujours de l'eau qui arrive dans le cratère, mais tu peux nous parler un peu, elle est devenue quoi cette eau? Il faut juste pas oublier qu'encore au-dessus de Gusev, il y a un volcan qui s'appelle Apollinaris Patera, et qui a fait aussi que Gusev était un site prioritaire, puisqu'on observe en fait que les laves chaudes d'Apollinaris Patera sont venues lécher les marges nord de Gusev et sont rentrées à l'intérieur du cratère Gusev dans les marges nord. Donc on suppose, on ne sait pas ce que l'eau a pu devenir, elle s'est probablement sublimée, en tout cas elle a disparu, mais on suppose que pendant une période de temps plus ou moins longue, eh bien le volcan a réchauffé l'eau contenue dans Gusev, ce qui faisait donc une niche biologique potentielle. Voilà. Image suivante, merci. Alors attends, ouais, vas-y. On va donner la priorité au direct quand même. Ouais. Donc on me dit qu'on a Michel Viseau en duplex téléphonique. Allô Michel? Michel? Alors oui, Michel Viseau. Donc... Allô Michel? Donc, Michel? Allô Michel Viseau? Oui, donc j'entends Gilles Lassellois. Donc normalement, il y a des gens qui devraient pouvoir vous parler de différents aspects de cette mission. Pour l'instant, allô? Oui. On t'écoute, Michel. Non, non. Alors, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Si, ça allez-y. Pas grand-chose. Donc actuellement, les gens sont en train de se diriger lentement vers les auditoriums divers et variés qui vont montrer, disons, organiser cet événement. Il y a en fait 3 groupes. Il y a les gens qui s'occupent de la mission qui sont bien entendu en place au centre du Jet Propulsion Laboratory, de JPL, de Los Angeles. Il y a un deuxième groupe de personnes avec les scientifiques qui vont se regrouper dans des salles autour de ce centre. Et puis ensuite, il y a tous les techniciens, les invités qui seront donc au Beckman Auditorium de Caltech, où on attend 1500 à 1700 personnes, si je me rappelle bien. Et donc, ici, la réunion va commencer à partir de 14h30, c'est-à-dire elle va commencer dans 1 heure à peu près, et dans l'attente de l'arrivée de l'information comme quoi Phoenix a atterri. D'accord, Michel. Donc, pour l'instant, ça reste extrêmement calme et les environs sont pratiquement déserts, mais ça va se remplir petit à petit dans l'heure qui vient. Les Américains viennent à l'heure. Est-ce que l'on peut appeler Cassie Conley ou pas? Alors juste pour resituer, donc Michel Viseau, je vous ai dit, il travaille au CNES, et il est responsable de l'exobiologie au CNES et il est donc au Caltech
donc en Californie, avec l'ensemble en fait des responsables de la protection planétaire de Phoenix. On va en parler un petit peu plus tard, mais vous vous doutez bien que si on va chercher des traces de vie, des traces de microbes vivants ou morts sur Mars, il vaut mieux éviter de polluer Mars avec nos propres microbes, avec les spores qu'on pourrait emporter, avec les pollens, avec les virus, les bactéries, je ne sais quoi d'autre. Donc, il y a des responsables de la protection planétaire, c'est leur nom, au JPL, au Canada, puisque le Canada est impliqué dans Phoenix, et à la NASA évidemment, qui se regroupent pour gérer l'ensemble des opérations. Alors, l'essentiel a été fait, évidemment, avant le lancement, mais c'est quand même assez important. Donc, on peut appeler Cassie Conley, oui, tout à fait. Et donc, Olivier va traduire en régie les Cassie Conley à la volée, puisqu'elle ne parle pas français. Voilà, et c'est moi qui vais l'interviewer. On reprendra le fil après. Voilà. Donc simplement pour vous dire, alors Cassie Conley, pour vous la présenter, vous voyez, elle est en bas à gauche sur la photo. Elle est NASA Protection Officer. Donc elle est vraiment au cœur de l'action. Elle va nous répondre, puisqu'elle est sur le pont là actuellement. Elle va nous répondre pendant quelques minutes sur l'intérêt en fait de la protection planétaire et sur ce qui s'est passé à l'amont. Comment on désinfecte, puisqu'il s'agit de ça, une sonde extrêmement fragile à bien des égards. Donc Francis pourra nous en parler aussi, puisque le CNES, quand le CNES envoie une sonde dans l'espace, autour de la Terre ou surtout sur un autre corps du système solaire, évidemment qu'on est confronté aussi, nos industriels sont confrontés aux mêmes problématiques. C'est assez complexe. Soit on chauffe, soit on désinfecte avec de l'alcool ou avec d'autres produits, d'autres substances chimiques, mais on n'est pas forcément toujours sûr du résultat. En tout cas, a priori, il n'y a pas de désinfection à 100%, mais on va en demander un peu plus à notre correspondante. Vas-y, prends ton micro. Juste pour préciser que Cassie Conley en fait a pris la suite de John Rummel, qui était le Planetary Protection Officer pendant très longtemps. Maintenant, il fait d'exobiologie, ce qui est un peu l'opposé de la protection planétaire. Mais c'est les mêmes technologies, c'est vrai. Voilà, alors est-ce qu'on l'a en ligne ? So the question was, could you please explain to us what is the planetary protection? What does it mean exactly? C'est bon ça ? Planetary protection is required by the Outer Space Treaty. Donc la protection, elle a dit que la protection planétaire est une demande, est impérativement demandée par le COSPAR. C'est un organisme mondial traitant des questions spatiales. Et pour la sonde, c'était une requête impérative. Comme la sonde a une suite d'expériences qui ne sont pas biologiques en tant que telles, mais qui servent à déterminer les conditions de la vie, éventuellement pour avoir régné sur la planète, il se peut que accidentellement, il ne fallait pas contaminer le site, puisqu'une série d'expériences en plus va examiner avec un microscope à balayage électronique on peut dire des granules à très très haute résolution, et peut-être qu'on pourrait tomber accidentellement par peut-être une forme de vie, on n'en sait rien. En tout cas, la protection biologique pour la sonde était vraiment absolument impérative, et il n'était pas question d'envoyer une sonde qui ne soit pas dénuée de bactéries et du tout à bord. Une autre question, Gilles ? Bah, écoute, tu peux lui demander directement si le fait de se poser au pôle, ou près du pôle plutôt, modifie grandement ou pas la stratégie de décontamination. Donc elle nous explique qu'effectivement, pour Viking, pour les sondes Viking, il y avait une stérilisation complète des sondes, parce que comme elles emportaient une suite d'expériences biologiques et qu'on ne s'était jamais posé sur Mars, on voulait faire une protection complète des engins. Quand on s'est aperçu après Viking que finalement il n'y avait peut-être pas de vie sur Mars, quoique, mais en tout cas, il ne s'agissait pas de creuser la surface de Mars pour les sondes suivantes, le processus de nettoyage était un peu plus simple. On est resté au strict minimum voulu par les instances internationales, qui est déjà un gros maximum d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on nettoie les instruments complètement, mais ça n'avait pas on ne cuisait pas la sonde comme on la cuisait pour les sondes Viking, pour vraiment tout détruire complètement. Là, on faisait un simple nettoyage des instruments, mais avec une solution quand même qui assurait qu'il n'y avait pas de bactéries. Pour la sonde Phoenix, elle se pose près du pôle Nord. La seule difficulté pour eux, c'est que il y a un bras robotique qui va creuser la surface de Mars, et que ce bras robotique va, peut amener éventuellement des bactéries martiennes s'il y a à l'intérieur de l'engin. Et donc ils ont pris plus d'attention, ils ont fait beaucoup plus attention à nettoyer les composants, ils ont fait plus d'efforts pour nettoyer les expériences elles-mêmes qui vont recevoir le sol martien, parce que justement on va creuser assez profond dans la surface et qu'ils veulent être sûrs de ne pas contaminer l'engin avec des bactéries terrestres. Donc ils ont fait un effort supplémentaire au nord
normes habituelles pour les expériences qu'ils vont recevoir du sol martien. Question suivante, Gilles. Vite, 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 vite. Non, bah, on peut la remercier. Hein. On peut l'applaudir et la remercier. La protection planétaire, on distingue effectivement aujourd'hui, d'une part, les missions qui recherchent la vie. Phoenix n'en fait pas partie, Viking en faisait partie, MSL n'en fait pas partie et ExoMars en fait partie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai tendance à dire que les Américains se tirent une balle dans le pied, mais il y a une notion qui est apparue depuis un certain temps, depuis 2-3 ans, qui s'appelle les Special Regions, les régions spéciales sur Mars. Alors qu'est-ce que c'est que cela? C'est des régions où on pense qu'il y a de l'eau, et notamment s'il y a un RTG qui est une source de chaleur importante, y compris après la fin de vie, finalement, ce RTG, ou même en cas d'écrasement du système. Le RTG, c'est la source d'énergie, c'est du plutonium radioactif, c'est de l'énergie thermique qu'on transforme en énergie électrique et qui alimente tous les circuits électriques de la sonde, y compris la transmission. Donc c'est une source de chaleur. Et donc, s'il y a source de chaleur, il y a possibilité de fondre la glace. S'il y a possibilité de fondre la glace, finalement, on peut créer un bouillon de culture. Imaginez que Viking soit écrasé. Le RTG est dans le sol, il crée un bouillon de culture, il chauffe pendant 20, 30, 100 ans, le temps que le plutonium se décroisse tranquillement. Et donc, on a créé une région spéciale où l'eau est liquide et où les bactéries peuvent proliférer. Donc, la difficulté maintenant, avec cette notion de région spéciale, c'est qu'en gros, on s'interdit à y aller. Ce qui est quand même un peu le paradoxe. Et qui présente, c'est pour ça que je dis qu'on se tire une balle dans le pied dans l'affaire, c'est que on s'interdit d'aller dans des régions qui sont potentiellement les plus intéressantes. Donc c'est vraiment une difficulté. Alors aujourd'hui, pour MSL, dont on parlera tout à l'heure, la mission de 2009, on va pas rechercher la vie, mais on va aller sur un site où il y a des argiles. Donc c'est pas une special region. Et ces special regions vont nous poser des problèmes plus tard, notamment pour des missions de type retour l'échantillon ou autre. Alors dans le cas de Phoenix, on peut en dire un petit mot. Effectivement, il n'y a pas eu la nécessité de chauffer à 120 degrés pendant 24 heures toute la sonde, ce qui a été fait pour Phoenix, et qui a induit un surcoût du projet d'environ 30%. Donc quand on dit que ça a coûté 3 milliards, il y a eu 1 milliard uniquement pour la protection planétaire. Parce qu'il fallait que tous les sous-systèmes internes résistent à 120 degrés pendant 24 heures. Ça induit des surcoûts partout absolument monstrueux. Donc aujourd'hui, on essaye d'éviter de recommencer ce type de chaleur sèche, comme on dit. Mais on n'a pas forcément de solution ultra évidente. Dans le cas particulier de la pelle de Phoenix, qui est le seul objet, enfin le seul système qui va toucher le sol, qui va prélever les échantillons et les mettre dans les expériences, effectivement, c'est la pelle elle-même que vous verrez tout à l'heure a subi une stérilisation poussée à l'extrême, et on l'a enfouie dans une espèce de chaussette, et la pelle ne sortira de sa chaussette qu'à partir du moment où on est sur Mars. Donc la chaussette protège la pelle, c'est une protection biologique, et on ouvrira la protection biologique uniquement sur Mars, donc il y a une condition absolument impérative pour être sûr qu'on ne va pas amener des petits grains de... Bon alors Olivier parlait de bactéries, mais encore une fois les bactéries on ne les verra pas avec Phoenix, c'est plutôt la matière organique qui nous embête. On ne veut pas amener nous-mêmes de la matière organique et l'analyser par les instruments dont on parlera tout à l'heure et faire un faux positif. Donc c'est pour ça que cette pelle est particulièrement stérile. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'évolution, en fait, ces 30 dernières années de la biologie sur Terre nous pousse pousse les ingénieurs à modifier sensiblement le type de recherche et le type de protection aussi pour éviter les faux positifs, justement. Oui et non, parce que finalement, 120 degrés pendant 24 heures, c'était Viking, et c'est toujours ce qu'on dit aujourd'hui. Donc c'est vrai que depuis Viking, il y a un élément nouveau, c'est ce qu'on appelle les extrémophiles. Et les extrémophiles, c'est la science de la vie dans le milieu extrême, y compris les milieux extrêmement chauds. Mais on avait pris des marges avec Viking, et aujourd'hui on a peut-être augmenté de 10 degrés la température éventuelle à laquelle il faut se chauffer, mais on n'est pas très très loin de la procédure ancienne, quoi. Donc oui, il y a eu des effets, mais en gros Viking était très bien stérilisé quand même. Ok. On reprend la suite ? Oui. Ok. On peut accélérer un petit peu. Ouais, Juste comme j'ai le micro et par rapport à ce qu'a dit Olivier sur les sites, et Olivier ne l'a pas dit, mais aujourd'hui on ne sait pas aller n'importe où sur Mars, loin de là. On ne sait pas aller sur tous les sites du Sud, qui sont les hauts plateaux cratérisés,
qui sont potentiellement des sites très intéressants à cause de l'altitude. En fait, le problème de Mars, c'est que l'atmosphère est très faible. Il faut se freiner, y compris sur Pathfinder, Olivier l'a pas dit, mais il y avait des rétrofusées. Donc, de toute façon, un parachute ne suffit pas pour se poser sur Mars. Et aujourd'hui, on ne sait se poser qu'à des altitudes moyennes. Bon, on a défini un zéro qu'on appelle le zéro MOLA parce que c'était un instrument, un laser altimètre qui a fait la référence. On sait se poser au zéro MOLA avec MSL. Aujourd'hui, par exemple, ExoMars, on est plutôt à moins 2 km. Ça veut dire qu'on ne sait pas se poser plus haut que la référence moins 2 km par rapport à MOLA. Tout ce qui est au-dessus, on ne sait pas y aller. Donc on a très très peu de sites, il y a beaucoup de sites qui sont totalement interdits pour nous et c'est vraiment dommage, il faut améliorer les technologies pour y arriver. Mais alors, une autre remarque, si les airbags de Pathfinder étaient tombés sur le site de Viking, quand on voit les cailloux pointus, on peut penser que ces airbags auraient percé. Donc c'est pas évident d'utiliser les airbags pour se poser sur Mars, ça marche pas à tous les coups. Non, puis en plus, alors pour compléter ce que disait Francis, les airbags, ça permet de ne poser qu'une charge vraiment assez limitée. On ne peut pas aller jusqu'au bout avec les airbags. Donc on revient, voilà, un cran en arrière. Voilà. Donc le site d'atterrissage dans Gusev, donc vous voyez, on avait déterminé une ellipse. Qui était à peu près dans le sens et on va se poser finalement près des petites collinettes qui sont là, image suivante. Voilà, donc l'ellipse finale, et on s'est posé, vous voyez ce cratère ici, on s'est posé exactement ici. Et on va faire tout ce trajet, vous allez voir, on va faire tout un trajet à l'intérieur du cratère. C'est-à-dire à 7 km du point, prévu. Ça. Alors que l'ellipse fait 70 km dans sa grande dimension. Là. Voilà, donc on aurait pu se poser là, et en fait on s'est posé un peu plus vers l'est. Image suivante. Donc on voit donc les rétrofusées ont freiné quelque part par ici et ensuite l'engin rebondit, premier rebond, deuxième rebond, vous voyez ça fait un gros rebond, troisième rebond, quatrième rebond, puis ensuite il a fait des petits rebonds et l'engin est arrivé ici et le parachute on voit sur une image là de Mars Global Surveyor, une image le bouclier arrière de parachute et ici le cratère d'impact, enfin en tout cas la trajectoire laissée par le bouclier thermique. Donc vu par Mars Reconnaissance Orbiter, voilà le bouclier arrière avec son parachute, vu par la sonde elle-même, Spirit, au bord du cratère ici, Bonneville, le bouclier thermique était ici, le voici, cabossé complètement, retourné avec du millard qui s'est remis par-dessus. Donc voilà en haute résolution, la meilleure résolution qu'on puisse avoir aujourd'hui du bouclier thermique abîmé. Alors il avait le lander lui-même. Le rover vient de partir et le lander lui-même, vu par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Il a été choisi, donc on est remonté ici et on a tourné autour du cratère. Il a été choisi de ne pas aller visiter le bouclier thermique à l'époque, parce qu'on considérait qu'il fallait plutôt partir vers les collines. Mais les ingénieurs ont insisté pour au moins en analyser un et on s'est dit c'est très bien, on fera celui d'Opportunity à la place. Donc il y a eu une espèce de négociation avec les ingénieurs. On file vers les collines, on ne regarde pas celui de Spirit, mais on ira faire celui d'Opportunity. Donc, image suivante. Donc voilà, donc quand on s'est posé, on a vu à l'horizon les fameuses collines, et voilà, les Columbia Hills maintenant dénommées. La colline la plus haute est celle qu'on a décidé d'escalader, mais vue du lander, en fait à l'époque on n'avait pas des cartes en relief en 3 dimensions précises. Ce n'est qu'en 2004, et maintenant on sait que depuis que finalement le pic le plus haut, c'est la colline qui est ici. Et quand vous le verrez, quand on est au sommet, finalement, on a une colline qui dépasse encore, c'est celle-ci. Mais vue de la surface, c'est celle-ci qui nous semblait la plus haute, parce qu'elle était la plus proche. En fait, c'est celle-ci qui est la plus haute. Image suivante. Voilà, c'est les distances, voilà. C'est les distances. 4,2 km, 3,1 km, 3 km, 2 km, 2 km. Image suivante. Donc on a roulé, vous voyez, on voit notre lander qui est là, avec ses airbags dégonflés, et on voit les traces laissées par les roues. Le Spirit a tourné sur lui-même et est venu prendre cette image ici. Les roches ne sont pas verdâtres ni bleues, elles sont grises. Mais dans un environnement rouge, l'œil humain croit voir du bleu. Alors, en fait, c'est bien du gris. À l'image suivante. Donc, on s'est approché du cratère Bonneville. Voilà le cratère Bonneville. Le bouclier thermique est là, cabossé. Vous le devinez à peine. Et regardez, en fait, quand on voit l'horizon, on voit ici très estompé le rebord du cratère Gusev à 80 km à peu près de là. Voilà. Très estompé dans la brume, et puis les fameuses collines qu'on va bientôt explorer, les voilà. Image suivante. Donc on a fait tout ce trajet, voilà tout le trajet qu'on a fait.
Donc presque 4 km de trajet pour rejoindre ici les Faut collines qu'on a Il faut expliquer escaladées. pourquoi on est allé Oui, voilà. voir les Alors, Il collines. faut dire aussi qu'au départ, c'était juste 3 mois de vie et donné Voilà. pour 600 mètres de distance. Alors pourquoi on a fait ce trajet effectivement? Parce que, oui, parce que j'y venais, parce que j'ai pas eu le temps encore. On a fait tout ce trajet parce qu'on s'est aperçu que l'ensemble des roches étaient décevantes, étaient très volcaniques. Et on s'est dit peut-être que dans les collines, on aura des terrains différents avec des couches différentes et que c'est plus intéressant d'analyser les collines. En tout cas, on aura peut-être plus de variété. Et on y reviendra par ce que présentera Jean-Pierre Martin tout à l'heure, un peu ce qu'on a découvert pour Spirit. Mais globalement, l'idée c'était ça. Donc tant pis, on prenait le pari de rouler, de faire une traversée bête où on faisait tous les jours, on faisait 90 mètres, parfois plus, et on roulait. Et le but c'était d'arriver le plus vite possible près des collines. Donc vous voyez, on a fait une trajectoire toute droite et en prenant des images. Alors image suivante. Voilà, donc on a pris quelques jolies images quand même pendant la traversée, vous voyez, donc voilà, tard le soir on prenait des images et les collines sont à l'horizon toujours, on se rapproche. Image suivante, voilà, on a pris ces images-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on va grimper au sommet de cette colline qui est ici. J'ai une bêtise, on va grimper au sommet de cette colline qui est ici. Vous avez un creux et vous avez ici l'espèce de collinette noire ici. On va y revenir après, c'est Von Braun. C'est ce qu'on espère atteindre peut-être après le prochain hiver martien. C'est une espèce de cône volcanique, on ne sait pas très bien. Peut-être que tu pourras nous en parler quand on reviendra les slides suivantes. Image suivante. Donc on a commencé à grimper la colline et on voyait à l'horizon, on commençait à avoir un peu une vue jolie avec les rebords du cratère Gusev. Vous voyez des roches très grises, des basaltes. Mais en remontant, on a trouvé des terrains imprégnés d'eau. Image suivante. Donc voilà, une image, certes en noir et blanc, mais qui vous donne bien le terrain. Donc regardez à l'horizon le rempart du cratère Gusev en belle résolution. À 80 km de là, les murs, les remparts sont à plus de 2200 mètres de haut. Voyez. Donc l'atmosphère était particulièrement claire ce jour-là. Et on a distingué à l'horizon les remparts du cratère Gusev. L'image suivante. Donc là, on a grimpé et donc dans cette formation qui est ici, à mi-pente, on a découvert des roches imprégnées d'eau, d'une ancienne, si vous voulez, comme si les roches avaient été mélangées ou avaient été imprégnées par des fumerolles imprégnées de vapeur d'eau. Et donc on a commencé à humer un peu l'eau par ici. Francis veut peut-être un peu commenter d'ailleurs, il y a peut-être des petits commentaires à faire. Oui, le commentaire, c'est que quand on était autour du site d'atterrissage, l'objectif du cratère Gusev, comme ça a été dit, mais c'est de tester si effectivement ce cratère s'est rempli d'eau comme un lac. Bon, et le résultat, c'est qu'on n'a rien trouvé, c'est-à-dire que toutes les analyses de roches montraient qu'on avait affaire à des roches volcaniques et aucune d'elles n'avait pratiquement connu la présence d'eau. Donc on a commencé, en allant sur les collines Columbia, où on savait que la densité de roches était plus importante, on a commencé à voir que des roches avaient eu des épisodes liés à l'eau, très épisodiques, rares, et en tous les cas toujours pas liés à la présence de lacs. Voilà, exactement. On arrive au sommet de la colline, Husband-Hill, et vous voyez, on devine l'horizon, on domine les autres collines aux alentours, beaucoup de sable, de roches, et au fond, vous voyez le vrai sommet qui se trouve avec une petite roche sommitale ici, qu'on va atteindre après, image suivante. Donc voilà, donc ça c'est pris du vrai sommet de Husband-Hill. Donc on a roulé, vous voyez, tout le long. On a creusé une dune, on a roulé, on a tourné, on est revenu en bas et on a escaladé. Et la fameuse roche sommitale, la voilà. Donc on domine toute la colline, on est au vrai sommet de la colline. Et en face, vous voyez, l'horizon, on voit la colline d'en face à l'horizon. Donc, puis là-bas, tout au fond, le rempart du cratère Gusev. Donc image suivante. Voilà, donc pour la première fois, on domine le creux qu'il y a dans la vallée, entre les collines d'en face et nous. Et on voit ces fameuses formations qui d'ailleurs étaient à l'origine du choix du site d'atterrissage. Parce que ça, à l'époque, on pensait que c'était peut-être des sels, enfin un résidu de... Alors Gilles, tu nous expliques un peu, parce que ça, vue d'orbite, c'est en particulier cette formation qui a fait que le site a été... Une de ces formations qui a fait que le site a été choisi. En fait, sans vraiment trop y croire, puisque initialement, on ne pensait pas du tout arriver dessus, en fait. Et c'est vrai que ça avait été repéré très très tôt et interprété peut-être comme des accumulations en fait de cristaux de sel
des évaporites sur Terre. C'est-à-dire, quand de l'eau liquide en phase liquide stagne d'un certain temps, elle peut être amenée à précipiter ses solutés, donc les contenus de sulfate, comme le sel de table par exemple, précipite en bord de mer. Enfin, il n'est pas encore sel de table, il sera sel de table après la précipitation, après la récolte. On supposait que ces formations-là pouvaient être comparables. Extrêmement plane, donc ça peut être effectivement une couche géologique, puisqu'une couche géologique, si elle n'a pas bougé par la tectonique, a priori, elle se dépose de manière complètement horizontale. Voilà. Puis à côté, cette espèce de cône bizarre, Von Braun, voilà. Tu as un petit commentaire à faire dessus? Von Braun, c'est tout à fait curieux, puisqu'effectivement, c'est un cône. Donc, est-ce que c'est un cône volcanique? On ne sait pas. Ça peut être une butte témoin, une butte résiduelle, d'autre chose. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est qu'elle a, en fait, à son sommet, on le voit un tout petit peu là, elle a une espèce de carapace. Voilà, juste au sommet, une espèce de carapace de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, qui est tout à fait étonnant. Donc, c'est probablement une induration, donc quelque chose qui s'est durci, et que l'érosion régressive, l'érosion différentielle, en fait, n'a pas altéré. Ça veut dire qu'une couche géologique plus dure est restée au-dessus, et des couches géologiques plus molles se sont faites altérer en dessous et ont été décapées. Se sont effondrées, c'est-à-dire qu'en fait le dessous s'est effondré et le dessus tout dur est resté. Voilà. Pour être simple. Alors, on trouve ça sur Terre dans plein de déserts, évidemment en Afrique ou aussi dans les déserts ouest américains par exemple. C'est très fréquent dans les déserts. Voilà, donc image suivante. Donc voilà, donc vue d'orbite par Mars Reconnaissance Orbiter, là voilà la fameuse tache blanche claire qu'on appelle home plate, et vous avez Von Braun ici, voilà qu'on voit ici. Donc on a grimpé et voici on est arrivé effectivement près de home plate et voici on est dessus. Donc après un petit voyage, et voici donc ce fameux cône dont tu parlais, voilà donc Von Braun, et effectivement on voit bien ici cette espèce de croûte qui semble rester alors que tout le reste s'est effondré de part et d'autre. Et on est sur home plate. Alors ensuite, oui c'est bien la peine de, oui tu passes très vite, mais alors, bon ici vous voyez donc on a stationné un hiver complet près d'une colline, près d'un monticule je vais dire, et pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé englué dans une série d'un sol gorgé de sel, tout blanc, vous voyez qui apparaissent tout blanc sur l'image, obligeant la sonde à rebrousser très vite chemin parce que l'hiver arrivait et elle ne pouvait plus continuer plus loin sans mettre à mal ses batteries. Donc on a décidé d'hiverner à cet endroit-là en orientant les panneaux solaires vers le nord pour capter, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, donc à midi le soleil est au nord, et donc pour capter le maximum de lumière solaire. Et donc image suivante, on voit ces fameux, voilà, alors on voit après, on a regratté la surface un peu plus loin, puis on a, quand on a repris nos activités, on voit là d'autres. Quelqu'un veut commenter, par exemple Francis veut peut-être commenter? Oui, alors effectivement, les sulfates, c'est les grandes découvertes de Spirit et d'Opportunity. Et maintenant, on commence à les découvrir également depuis l'orbite, avec notamment Omega sur Mars Express. Et c'est une manifestation de l'eau qui n'est pas probablement la manifestation la plus ancienne, la plus ancienne. On est dans une époque qui est probablement postérieure à la période dite chaude et humide, et qui a plutôt fabriqué des argiles, mais on serait dans une époque un peu postérieure où de temps en temps des activités de l'eau ont lieu, et l'eau a tendance à dissoudre tous ces sels, et ensuite l'eau s'évapore, et donc il y a un effet de concentration de sel, et localement on a ce type de dépôt de sel sur Spirit, même si le site d'Opportunity est finalement beaucoup plus important vis-à-vis de la production de sel, en l'occurrence. Voilà. Alors image suivante. Donc on a aussi assisté à une tempête de poussière. Donc, vous voyez, un jour normal sur Mars, un jour où le ciel se charge en poussière. Vous voyez, donc le ciel devient assez terne et prend une même couleur laiteuse. Et un jour de tempête de poussière, l'horizon commence à disparaître complètement. Et vous voyez que la luminosité du ciel s'inverse. Là où le soleil ne pénètre plus grand chose dans les basses couches de l'atmosphère, ça devient très sombre. Par contre, le ciel s'éclaircit au-dessus. Donc là, on a les deux engins Spirit et Opportunity ont survécu tant bien que mal à ces tempêtes de poussière, avec des minima vraiment qui ont laissé penser à un moment que les sondes allaient tomber en panne, et finalement ça a résisté, c'est passé au travers. Alors pour la caméra d'Opportunity, a été assez abîmée par les poussières, parce que maintenant il y a plein de poussière sur les objectifs. Spirit, heureusement, les caméras étaient orientées différemment, et on a maintenant toujours une caméra assez opérationnelle finalement. On rappelait juste que la poussière se dépose sur les panneaux solaires et que ça donne un rendement énergétique évidemment moins efficace quand la poussière obture et recouvre
Oui, et un mot, pourquoi une tempête de poussière peut être mortelle? C'est qu'en fait, le problème, c'est la quantité de photons qui atteint les panneaux solaires au moment de la tempête. Or, on a besoin de ces photons pour fabriquer de la chaleur et pour maintenir certains sous-systèmes à une température suffisante. Si on n'est pas capable de les maintenir, la température plonge et ça peut créer des dommages irréversibles et la sonde peut être morte. L'image d'avant, donc ça vous montrait le trajet qu'a fait la sonde et maintenant elle est positionnée en hivernage. Et aujourd'hui, on hiverne là. Et au printemps prochain, donc l'année prochaine, en 2009, on devrait normalement rouler par ici et rejoindre Von Braun qui est ici, qui est un des objectifs maintenant importants pour la mission. Alors image suivante. Donc voilà, donc au 25 mai 2008, aujourd'hui, 1560 sols en activité sur Mars et 7,53 km parcourus. Pour Spirit. Pour Spirit, ah, c'est quand même pas mal. Avec un coucher de soleil. Avec un coucher de soleil qui était du sommet de la colline Husband. Voilà, le coucher de soleil se couche. Image suivante, donc maintenant Opportunity, le 24 janvier 2004, donc 20 jours après Spirit, Opportunity, et ce qui s'est posé au fond d'un ancien lac. Alors voilà, vous avez le cratère. Voilà, donc on s'est posé, regardez bien la configuration, il y a un cratère, pardonnez-moi Gilou, mais c'est important. Donc il y a un cratère, il y a la sonde, vous voyez la sonde qui vient de rouler, qui en est sortie, qui a essayé de s'extirper, elle a dérapé, elle a trouvé un meilleur itinéraire, et là vous avez le lander dégonflé avec ses airbags. Image suivante. Donc, c'est l'image de la découverte, si on peut dire, du site d'atterrissage chez l'hématite. Donc Francis, tu veux peut-être commenter l'hématite, c'est important? Oui, c'est effectivement un minéral que nous, planétologues, on ne connaissait pas beaucoup avant. Donc ça a été découvert par Mars Global Surveyor. Et en gros, il y a un endroit à peu près unique sur Mars, peut-être deux autres, mais très petits, où se situe l'hématite. Et c'est curieusement au croisement du méridien 0 et de la latitude 0 à peu près, d'où le nom du site Meridiani Planum. Et le but, voilà la taille de l'ellipse, donc ça vous dit qu'il ne faut pas rater le site, il faut vraiment se poser là où il y a de l'hématite. Alors pourquoi l'hématite est intéressante, je vais peut-être commencer par là, c'est que c'est un minéral qui généralement est formé en présence d'eau sur Terre, et c'est ça qu'on veut vérifier avec la mission. Voilà, donc image suivante. Donc voilà l'ellipse d'atterrissage, et en fait, on s'est posé exactement ici, près de ce petit cratère qui est là, ce qui s'appelle donc le cratère ici en Endurance, le voilà, et on s'est posé ici. Et en fait, ici, aujourd'hui, nous sommes à Victoria, cratère. Donc, on a quitté l'ellipse d'atterrissage d'Opportunity, qui était d'ailleurs, quand on a franchi, c'était une grosse célébration JPL quand on a franchi la ligne de l'ellipse. Première fois qu'un engin roulait en dehors de son ellipse. Et on est aujourd'hui près du cratère Victoria. Mais vous voyez, tout est très plat. Regardez les cratères, on devine à peine, tout semble très érodé, il n'y a plus de remparts. On a l'impression que tout est lissé complètement. Image suivante. Image suivante. Voilà, donc on s'est posé dans ce petit cratère-là. Ici, vous avez les trois traces laissées par les trois grosses rétrofusées de la sonde en son atterrissage. Elle ça a poussé la surface, ça fait une traînée blanche. Et là, vous avez, là où s'est posé le bouclier arrière avec son parachute. La sonde a roulé, pouf, 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 jusque là. On suit un peu les traces blanches où ça a roulé. Et la sonde s'est posée à l'intérieur, exactement à l'intérieur de ce petit cratère. Et ensuite, regardez, on peut suivre à la trace, regardez, on suit la trace exactement du roulement de la sonde jusqu'au cratère Endurance qui est ici. Alors déjà, là, voilà le bouclier arrière avec son parachute sur la surface, vu depuis la sonde elle-même, l'image à la plus haute résolution qu'on peut obtenir maintenant, c'est ça, avec pas mal de retraitement et de superposition. La sonde, ce qui reste de la sonde, c'est-à-dire la partie technique du lander, avec ses parachutes, avec ses airbags dégonflés au centre du cratère, et des roches affleurants qu'on a analysées. Et puis ici, le bouclier thermique qui est ici, l'impact noir, c'est le bouclier thermique, il a laissé un gros cratère. Une partie est partie là, et il s'est cassé en deux avec une autre partie ici. Image suivante. Donc voilà, donc après l'atterrissage, regardez ce site, on n'a jamais vu ça sur Mars. C'est tout plat, tout érodé, on devine à peine, il n'y a vraiment pas vraiment de relief, et on voit même les airbags ont imprimé leurs traces sur la surface comme dans un carbone. Vous voyez, donc on voit le rover vient de quitter, le rover vient de rouler sur Mars, et il vient de quitter son lander technique, que vous voyez ici, avec ses airbags dégonflés et sa rampe. Image suivante. Donc, première chose, la surface, au microscope d'Opportunity, elle est recouverte de spérules d'hématite, n'est-ce pas Francis? Oui, de l'hématite, mais ça on l'a su plus tard, mais effectivement on a découvert ces sphérules et avec l'un des instruments on a pu déterminer que l'hématite était contenue dans ces minéraux sous forme de billes qu'on appelle des myrtilles et qui sont bien plus grosses que les petits grains que vous voyez à côté. Alors elles sont en moyenne. Sur Terre, on a aussi les mêmes sphérules d'hématite. Hein.
Un peu Ouais, plus grosse. Un peu plus grosse, voilà. Mais alors là, celles-ci font quelques On fait millimètres des de bijoux. large. Voilà, elles font quelques millimètres de large et elles parsèment la surface par milliards et milliards et milliards et milliards. Donc là, vous avez qu'un petit tout morceau de la surface minuscule. Imaginez que la surface était jonchée complètement et toujours jonchée de ces milliards et ces milliards de petites sphérules. Image suivante. Donc voilà, des affleurements de roches dont vous avez entendu Steve Squires parler tout à l'heure, des roches qu'on a analysées. Donc effectivement, des résidus d'ailleurs d'eau qui a percolé à travers la surface, qui a imprégné de sel les roches, et des roches extrêmement salées, puisqu'on a trouvé jusqu'à une proportion parfois de 60% de sel dans ces roches. Image suivante. Donc voilà, toujours au microscope, vu ces fameuses roches, et donc on voit des myrtilles prises dans la matrice. Francis veut rajouter un truc. Oui, alors ça c'est important parce que c'est là où on comprend que il y a d'une part la roche qui sont des sulfates, qui est une roche très tendre, qui a tendance à s'éroder. En gros, depuis 3 milliards d'années, il ne se passe plus grand-chose sur ce genre de site, et ça s'érode par l'activité éolienne. Et les sphérules d'hématite sont beaucoup plus dures, et quand la roche s'érode, ben la sphérule tombe, et c'est pour ça qu'il y a une accumulation importante de ces myrtilles, on va dire, sur le sol de Mars, sur ce site. C'est l'érosion qui fait que ça se dégage. On le voit notamment quand on descend dans un cratère, il y a une accumulation considérable. Bon, image suivante. Voilà, d'autres sphérules prises dans la matrice de la roche. Image suivante. Elles sont pas creuses, hein, elles sont pleines. Elles sont pleines, Pas hein. des œufs de martiens. Hein. Non, c'est pas des martiens. Donc voilà, donc l'itinéraire, vous voyez, donc on a quitté le cratère, on a bougé et on a rejoint le cratère Endurance. Image suivante. Donc voilà le cratère vu par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Donc on est rentré en fait par ici, on est descendu par ici. On a été, on s'est approché un peu des dunes qui étaient ici et on s'est aperçu que le sol était trop meuble. On a décidé de remonter pour aller rejoindre les falaises intérieures du cratère. Et vous voyez toute cette zone blanche ici, là en particulier près de la roche Wapmec qui est ici. Toute cette zone blanche est là où le rover a patiné complètement, arrachant des sédiments et commençant à s'enfoncer. Donc on a fait marche arrière et on a contourné par ici. Et on a fini par s'arrêter ici, qu'on n'a pas pu aller plus loin. Parce que, on s'est arrêté là, on n'a pas pu aller plus loin parce que là, ça devient vraiment trop meuble. Donc on se dit, si on veut sortir, on ne peut plus continuer. Donc on a fait marche arrière, on est redescendu et on est sorti par l'itinéraire d'où nous sommes venus. Voilà. Alors voilà, donc le cratère vu de son sommet, si je puis dire. Oui. Oui, un commentaire, c'est que d'habitude, quand on voit un cratère d'impact, ça ressemble pas du tout à ça. On a d'une part des bords avec beaucoup de rochers qui ont été bousculés au moment de l'impact, et puis au-delà du cratère lui-même, tous les éjectats. Or, je ne sais pas si on le voit quand même un peu sur l'image, en fait on pourrait tracer, avec un crayon, on pourrait tracer le bord du cratère. C'est tout à fait extraordinaire, notamment de l'autre côté, ça se voit très bien. Alors comment c'est possible? C'est que depuis que le cratère a eu lieu, ce cratère est très ancien, et là encore, c'est l'activité éolienne qui est intervenue, qui a rajouté une couche importante de poussière partout, et le vent arrive à finalement délimiter un bord qui est pratiquement traçable au crayon. Et donc ça, c'est l'activité postérieure au cratère qui aboutit à ce résultat. Ouais, exactement. Donc on s'est approché, voilà, on a vu qu'on avait des falaises au maximum de l'endroit où on est allé. Et on a caractérisé chacune des couches géologiques, comprenant que en fait, de l'eau avait percolé depuis le sous-sol et imprégné des roches et redescendu, remonté, redescendu, remonté, peut-être de temps en temps noyant de ci de là le paysage sous des lacs peu profonds, mais globalement, donc on retrouve ces couches imprégnées de sel et qu'on a pu caractériser. Donc l'analyse du cratère était effectivement extrêmement intéressante. Donc dans le ciel, vous avez des nuages, voilà, des fins cirrus qui, pour vous montrer la météorologie martienne, des fins cirrus en train de passer au-dessus du site d'atterrissage. Voilà. Image suivante. Alors après, on est allé voir le bouclier thermique, donc éclaté. Donc normalement, il est tout rond, mais là, vous voyez qu'il s'est cassé en plusieurs morceaux. Vous avez un autre morceau supplémentaire qui se trouve ici. La partie manquante ici se trouve là. Il s'est replié sur lui-même et vous avez du millard très réfléchissant de l'intérieur qui est venu. En fait, il s'est retourné vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur du bouclier thermique tout noir est à l'intérieur et là, et l'extérieur qui protégeait la sonde lui-même. Et l'intérieur du bouclier qui protégeait la sonde se retrouve maintenant à l'extérieur avec son millard réfléchissant. Oui, Francis. Il a fait chaussette. Il a fait chaussette, voilà, C'est exactement. retourné. Ça a fait chaussette. Et regardez l'impact, on s'attendait à un cratère plus profond, puis finalement, l'impact a été violent, mais n'a pas arraché tant de sol que ça. Les géologues pensaient aller là-bas pour dire, c'est chic, on va avoir un cratère profond. Vu d'orbite, c'était impressionnant. Puis en fait, c'était tout plat. C'était moins de 10 cm de profondeur. Image suivante. Juste un détail, Ouais. ils n'ont pas voulu rentrer dans ce cratère parce qu'ils n'ont pas voulu polluer les roues et éventuellement ensuite polluer les instruments C'est ça. avec du matériau amené par l'homme. Exactement. Et donc, alors, on s'en est approché. Vous voyez, des ressorts, il reste des ressorts
ici. La petite histoire, cette roche, c'est la première météorite jamais découverte sur Mars. On a découvert une météorite ferreuse, on n'a pas pu d'ailleurs l'entamer, on n'a pas d'ailleurs cherché... Faire nickel. Faire nickel. Et regardez... voilà. Et on a pu quand même, avec, comme disait Francis, avec beaucoup de précautions, on s'est approché de ce bord d'attaque ici, et on a fait toute une coupe complète au microscope du matériau, sans le toucher. C'est-à-dire qu'on a fait une coupe complète au microscope pour que les ingénieurs ont utilisé les images sur Terre pour regarder comment le matériau ablatif, donc qui résistait à la chaleur et qui au frottement sur l'atmosphère de Mars pendant la rentrée, comment ce matériau avait fondu et avait bien résisté à la chaleur. Or, on avait depuis Viking, on savait que les atterrissages marchaient, mais on n'avait jamais pu mesurer l'érosion du matériau lui-même, qui est dérivé d'Apollo, sur la surface à la rentrée de l'atmosphère martienne. Et on s'est aperçu que finalement, la marge d'erreur avait été assez importante et que c'était très bien conçu. Voilà, le résultat des ingénieurs, c'était ça. Oui, Francis. Oui, là, on ne fait pas de la science, on fait de la technologie. Donc, tout de suite, c'est quand même assez secret. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont mesuré. Mais le but, c'est d'optimiser l'épaisseur de ces boucliers ablatifs pour les missions futures et de réduire la marge qu'ils sont obligés de prendre et qui coûte de la masse. On met un matériau très épais en se disant on peut se tromper. Si maintenant on sait exactement combien va être ablaté par la rentrée, on va pouvoir mettre l'épaisseur exacte du bouclier, on va gagner de la masse pour mettre de la science, par exemple. Voilà, parce que tout ça, c'est lourd, bien sûr, on va attirer depuis la Terre. Image suivante. Donc voilà, donc on quitte et on roule sur la plaine de Meridiani Planum. Donc vous voyez, très plat, quelques petites dunes, et puis comme des espèces de crevasses. Oui. Alors, deux remarques. Je voulais le faire sur Spirit parce que c'était très spectaculaire. Bon, d'une part, vous avez un système ancestral. Hein. Comment mesurer une distance? Vous mettez des marques sur les roues et vous comptez les marques. À chaque tour de roue, vous avez une marque sur le sol. Si vous avez un compteur en panne, vous pouvez le faire. Alors, ce qui est plus intéressant sur le plan scientifique, c'est qu'effectivement, les traces sont noires. Donc, là où la roue est passée, vous avez un sol noir. C'est-à-dire que le sol est très brillant et juste en dessous, il est très sombre. Ça, c'est un phénomène d'altération de l'atmosphère et c'est probablement très fondamental sur Mars. C'est probablement pour ça que beaucoup de matériaux observés par Omega ne voient pas de phénomène d'altération. Parce que le matériau altéré se situe probablement à quelques millimètres, peut-être moins d'un centimètre sous la surface, et ça, c'est pas visible depuis l'orbite. Donc c'est une découverte importante qui permet d'interpréter les données Oméga de Mars Express. Voilà. Alors vous voyez, on a roulé une énorme distance jusqu'à une dune qu'on appelle Purgatory, où on est resté ensablé 1 mois et demi au sol 448 de la mission, et voici l'engin a roulé, mais à l'époque on voulait battre des records de distance. On a fait jusqu'à 174 mètres de distance en une journée, ce qui est énorme pour la sonde, et elle était en mode automatique et elle ne détectait quasiment pas ses propres déplacements. Donc elle avançait, et un jour on s'est aperçu qu'elle avait plus avancé, elle avait continué à rouler même en s'enfonçant dans le sol, les roues ne s'étaient pas arrêtées. Donc on a après installé un logiciel qui permettait de mesurer avec la caméra. Elle prend une image tous les temps de secondes, et si on voit, en comparant d'une image à l'autre, on voit que la surface n'a pas bougé entre une image et l'autre, c'est qu'on ne bouge plus et que la roue continue à tourner tant qu'on arrête les roues. Et c'est comme ça qu'on sait si on patine ou on patine pas. Et à l'époque, ce système n'était pas en place. Donc on s'est enfoncé, mais vraiment jusqu'au moyeu, et il a fallu 1 mois pour s'en sortir. Donc regardez la fameuse dune Purgatory. La voilà. Et donc après extraction, pendant 1 mois, on a tourné les roues et on a fini par sortir laborieusement. Et ensuite on a roulé. On est passé près du cratère, un ancien cratère érodé Erebus. On a failli encore se faire ensabler à Gemmerbucht. On est arrivé par un petit cratère, Beagle cratère, et enfin le grand cratère Victoria, qui était le deuxième but de la mission, si on peut dire, puisqu'on voulait faire un cratère plus profond que le cratère Endurance. Image suivante. Donc voilà, donc cratère Victoria, le voilà. Un environnement extrêmement plat. On ne peut deviner qu'il y a un cratère qu'en arrivant tout contre, finalement. Voilà l'itinéraire de la sonde. Elle a tourné autour, elle a observé l'ensemble des falaises, elle est revenue, et aujourd'hui, elle est redescendue ici, dans Duck Bay, qui est le point d'entrée où elle est arrivée. Elle a tourné et elle est revenue à son point d'entrée, et maintenant elle est descendue en train d'essayer l'écho géologique. Image suivante. Donc voilà, donc la vue de Duck Bay. Donc aujourd'hui on est descendu ici. Et voici à quoi ressemble la sonde, la taille d'Opportunity devant, sur une falaise qui fait une 20aine de mètres de haut, avec le cratère en arrière-plan. Vous voyez, voilà. Donc vous donnez la taille, ça vous donne la taille d'Opportunity face aux falaises qu'ils explorent. Donc certains sont très surplombants d'ailleurs.
Image suivante, voilà, donc ces fameuses falaises. Un commentaire, peut-être Francis, sur les couches géologiques. On va voir d'autres encore. Celle d'après, peut-être plus spectaculaire. Oui, bon, le Voilà. cratère fait environ 70 mètres de profondeur. Bon, les falaises elles-mêmes sont limitées à 15-20 mètres. Mais l'intérêt de ces falaises, c'est de faire du sondage géologique. Un cratère, c'est finalement un sondage géologique artificiel, et d'arriver à reconstituer l'histoire géologique de ces différentes couches que l'on voit ici. On voit nettement une couche un peu altérée ici, quelque chose de plus compact, néanmoins fissuré de partout, et une troisième couche en dessous. Donc néanmoins, le problème, c'est de les atteindre, parce que même si Opportunity se promène ici, il ne peut pas atteindre forcément la roche elle-même, donc c'est très difficile d'accès. Et je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qu'il a pu faire en termes de contact avec les différentes couches. Ben, pour l'instant, pas grand-chose. En fait, il descend. Alors, on va voir image suivante. Donc, vous voyez, donc vue d'orbite, on le voit d'ailleurs. La sonde vue d'orbite, grâce à Mero, on voit la trace laissée à la surface par les roues. Hein, donc, comme expliquait Francis, ça laisse des traces. On les voit maintenant assez bien. Et puis, ben, la voilà prise par Mero au bord du cratère. Voilà la sonde Opportunity prise à 25 cm de résolution par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Image suivante. Donc voilà, pour expliquer ce que disait Francis, donc la sonde descend, vous voyez, et elle caractérise, elle fait des prises d'échantillons, enfin, elle fait des sondages, si on peut dire, avec le bras robotique. On érode un peu les roches et on promène ce bras robotique et on fait différents sondages. On voit ici tous les sondages réalisés à ce jour. Et aujourd'hui, on aimerait bien voir la falaise d'en face, mais on a beaucoup dérapé et on a failli s'ensabler. Donc aujourd'hui, on est en train de faire plutôt marche arrière parce que l'endroit qu'on pensait être stable, finalement, ne l'est pas du tout. Vous voyez ces espèces de roches qu'on pensait être affleurantes, en fait, on s'est enfoncé dedans complètement. Et il a fallu faire marche arrière très rapidement parce que on s'enfonçait et on s'ensablait. Et le but, c'est quand même d'arriver à ressortir du cratère pour continuer à explorer les plaines. Alors, image suivante, pourquoi ? Parce que à l'horizon, vous voyez, depuis le cratère Victoria, à l'horizon, on voit des collinettes ici, qui sont des grosses collines d'ailleurs, qui sont le cratère d'après, qui se trouve à 7 km de distance, qui s'appelle le Big Crater. Et vous avez les formations, la formation A, la voici, la formation B vue depuis Opportunity, vous la voici, la formation C vue depuis Opportunity, la voici, on devine à peine le bord du rempart. C'est un gigantesque cratère avec des rebords en tout cas qui dominent de plusieurs centaines de mètres le paysage, et donc des couches géologiques encore plus intéressantes. Donc on aimerait peut-être aller voir, en tout cas, si l'engin a suffisamment de force et suffisamment vaillant, rouler et aller voir ce grand cratère. On ne sait pas si on le fera, mais enfin, en tout cas, c'était un des objectifs. Pour terminer, donc 25 mai à 2008, 1450 sols en activité à ce soir, et 11 km, plus de 11 km, 11,68 km parcourus. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, ben voilà, deux images un peu poétiques qu'on a voulu vous présenter avec Gilles aussi et Francis. Donc vous avez, il est 4h58 du matin, le soleil, regardez, on voit un peu, on devine le rebord du cratère, le soleil se lève, pas encore, le ciel est bleu et la petite étoile, c'est la Terre, dans le ciel de Mars. Voilà, c'est la Terre, notre Terre. Et puis ensuite, le soleil se lève et un morceau de soleil, vous voyez, apparaît au-dessus de l'horizon tout juste. Un petit morceau de soleil, et voilà. Image suivante. Et un grand merci. Voilà. Bien. Merci Olivier. Alors on est un petit peu en retard quand même sur le programme, hein, mais c'était intéressant. Il fallait aussi reposer un petit peu ce vaste panorama, ces 5 vastes panoramas déjà explorés par les 5 premières sondes américaines au sol.